je travaille à la mission Maladies Rares avec Anne-Sophie Lapointe et je vais vous faire une petite présentation en deux temps avec quelques éléments de contexte sur le cadre juridique, financier, Maladies Rares et puis dans un second temps, un point sur les sujets d'actualité au niveau de la DGOS. Donc, slide suivante. Alors, quelques éléments de contexte. Tout d'abord, les trois plans nationaux maladies rares. Donc, je vais les balayer rapidement. Premier plan national maladies rares 2004-2008. Les maladies rares deviennent un enjeu de santé publique. 131 centres de référence ont été labellisés. Et puis, nous sommes passés au deuxième plan national maladies rares en 2011, qui s'est poursuivi jusqu'en 2016. Là, il y a une première structuration des filières de santé. Les travaux pour la mise en place de la BNDMR ont également été lancés. Et puis, le troisième plan maladies rares qui a été adopté en juillet 2018, qui court jusqu'à 2022, fait notamment, je vais y venir, il y a d'autres objectifs, mais de la réduction de l'impasse et de l'errance diagnostique un enjeu absolument majeur. Alors, slide suivante, 387 centres de référence, plus de 1800 centres de compétences qui ont été labellisés. Nous avons 23 filières de santé maladies rares avec des missions accrues, 24 réseaux européens de référence et plus de 220 associations de personnes malades au sein de l'Alliance maladies rares. Le troisième plan national qui se dit vouloir partager l'innovation, la diagnostic et le traitement pour chacun, a 5 ambitions. Permettre un diagnostic rapide pour chacun, innover pour traiter, améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes malades, communiquer et former, et moderniser les organisations et optimiser les financements. Il est décliné en 11 axes de travail. Chaque axe comprend des sous-actions, ce qui fait qu'au total, nous avons 55 actions qui sont recensées dans ce troisième plan. Je vous ai mis sur la gauche les axes et quelques exemples d'actions. Je ne vais pas tous les décliner, mais pour vous donner quelques exemples. Premier axe, réduire l'errance et l'impasse diagnostique. Et dans les sous-actions, nous avons systématisé les RCP, constituer un registre national dynamique des personnes en impasse de diagnostic avec des groupes de travail qui à chaque fois font écho à ces différentes actions, comme notamment le groupe de travail qui est en cours sur le diagnostic et qui a permis le financement d'un projet pilote avec la filière Filnemus et la FM Téléthon pour détecter au niveau national les patients sans diagnostic présentant des tableaux similaires. Dans cette action, l'action du registre national dynamique des personnes en impasse de diagnostic, on a également le jury qui a été relatif aux lettres d'engagement des filières et qui s'est tenu en septembre, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Parmi les axes importants, partager les données, ils sont tous importants, mais je vous donne quelques exemples. Partager les données pour favoriser le diagnostic et le développement de nouveaux traitements. Nous avons comme action sur ce troisième axe le déploiement de la BNDMR dans les centres en lien avec les systèmes d'information hospitaliers. Il y a également un groupe de travail en cours sur ce sujet avec notamment un projet pilote qui concerne 18 établissements et qui doit permettre à terme l'intégration du set de données minimum dans le logiciel de DPI de l'établissement. Donc ça, c'est un projet qui est en cours sur 18 établissements et on a comme ambition de l'étendre à l'ensemble des établissements. Quatrième axe, promouvoir l'accès au traitement. Cinquième axe, impulser un nouvel élan à la recherche sur les maladies rares. Sixième axe, l'innovation. Septième axe, le parcours de soins. Donc, dans le parcours de soins, il y a également beaucoup de sous-actions, notamment faciliter l'accès à l'éducation thérapeutique, mobiliser les dispositifs de coordination et de prise en charge comme les PNDS, l'amélioration de la gestion des situations d'urgence. Il y a eu des groupes de travail menés sur ces deux thématiques, notamment celui sur la situation d'urgence avec la mise en place d'un module maladies rares au sein du DMP pour faire apparaître la notion de patient remarquable. Parmi les autres axes également, la formation des professionnels pour mieux identifier et prendre en charge les maladies rares, le rôle des filières avec de nouveaux enjeux et de nouvelles missions dans le cadre du troisième plan. Nous avons un copil filière tous les 4 mois et puis il y a des groupes thématiques des filières qui se sont mis en place. La nouvelle labellisation des filières, quant à elle, date de l'année dernière, 2019. Slide suivante. Donc, ces 55 actions, elles sont portées par différents acteurs au sein des 2 ministères qui coportent ce plan, à savoir donc le ministère des Solidarités, mais également le ministère de la Recherche, de l'Enseignement et puis leurs partenaires. Nous avons 23 actions en cours pilotées par la DGOS, donc Direction Générale de l'Offre de Soins, en lien avec la BNDMR,
8 actions en cours avec la DGS, Direction Générale de la Santé, 5 avec la DGCS, Direction de la Cohésion Sociale, 10 actions en cours au niveau du ministère de la Recherche et de l'Enseignement et 2 actions pilotées par Avisan qui doivent être lancées. Slide suivante. Les groupes de travail pour piloter ces axes sont à chaque fois avec des filières, avec différents partenaires dont des filières qui sont toutes représentées dans ces différents groupes. Le groupe de travail diagnostic, par exemple, où la filière Marie est représentée. Le groupe de travail plateforme d'expertise, coordination outre-mer, DMP maladies rares, éducation thérapeutique, formation, slide suivante, avec la filière Marie. Un groupe de travail sur la base de données, un groupe de travail pyramide où toutes les filières ont été représentées, un groupe de travail également sur l'axe 4 et le médicament et un autre sur les thématiques de recherche et les bases de données où Marie participe. Financièrement, que se passe-t-il? Slide suivante. Le plan prévoit une enveloppe de 147,6 millions d'euros par an sur la durée du plan. Cette enveloppe, elle est dépensée chaque année et elle comporte 3 postes de dépenses importants qui sont d'une part le soutien aux centres, donc les centres coordonnateurs et constitutifs, ainsi que les CRC, qui représentent à peu près 82% de l'enveloppe, 120 millions d'euros. Nous avons également un poste de dépenses qui est lié aux filières, donc c'est la MIG filière, une MIG qui est déléguée spécifiquement pour les filières de santé, à peu près 13 millions d'euros. Et puis après, nous avons une enveloppe de 14 millions d'euros qui se répartit entre les différentes actions, enfin qui vient en renfort des différentes actions que je viens de vous citer et qui sont des actions contenues dans le PNMR3. Je vous ai mis quelques exemples, les plateformes d'expertise maladies rares qui ont fait l'objet d'un appel à projet l'année dernière et il y aura un nouvel appel à projet en fin de cette année, donc 2 millions d'euros par an. Les plateformes de coordination d'outre-mer, 400 000 euros. Les PNDS, 2 millions d'euros par an. Il y a eu un appel à projet l'année dernière, il y en a un autre cette année. J'y reviendrai dans mes slides suivantes. Pour les ETP, 2 millions d'euros par an. La formation, 1 million d'euros. L'outil de RCP, les ERN, 420 000 euros. La BNDMR, qui reçoit également un forfait pour sa maîtrise d'œuvre. Enfin, c'est la PHP qui reçoit un forfait pour la maîtrise d'œuvre de la BNDMR chaque année. Slide suivante, je passe donc au sujet d'actualité 2020. Sur les sujets d'actualité 2020, un point important dont je voulais vous parler qui était les PNDS. Donc, c'est un jury qui s'est tenu et l'année dernière et cette année. Donc, qui correspond à ce que je vous ai cité tout à l'heure, à savoir donc l'objectif de coordination et de réalisation de protocoles sur des territoires avec une cible qui est fixée par le plan de 100 PNDS par an. À ce jour, nous avons 105 PNDS qui ont été publiés sur le site de la HAS, dont 21 en 2020 et 157 sont en cours d'écriture. 4 PNDS ont été publiés par la filière Marie. Alors, 2 appels à projets ont été lancés sous le troisième plan. L'année dernière, donc, un jury s'est tenu en 2019 en août. Et à l'occasion de ce jury, 178 projets ont été retenus et financés, soit la totalité des projets déposés, ce qui représentait un financement de 2 millions d'euros au niveau national. Donc, 6 dossiers ont été acceptés sur les 6 dossiers présentés par la filière Marie et il y a déjà un dossier publié. Les autres, donc, sont en cours d'élaboration. Un nouveau jury s'est tenu le 15 octobre de cette année. 96 projets ont été déposés. Le jury a donné un avis favorable sur 93 projets et un avis réservé pour 3 projets qui pourront être validés sous réserve d'un complément d'information. Donc, normalement, les résultats sont en cours de signature, n'ont pas encore été communiqués aux filières. Je fais une petite exception aujourd'hui, mais c'est bien entendu sous attente, sous couvert de la validation de la directrice générale. Pour Marie, donc il y a eu 5 dossiers présentés et le jury a validé les 5 dossiers. Pour un petit rappel des modalités de financement, c'est une délégation financière qui se fait en 2 temps, soit directement à la filière, soit au centre, avec une première tranche l'année N et une seconde tranche 14 mois plus tard, suite à la publication du PNDS sur le site de la HAS. Donc là, normalement, ce sera la 3e circulaire budgétaire, donc c'est-à-dire qu'en fait, l'argent arrivera normalement dans les centres en fin d'année 2020. Un point d'actu sur les programmes d'éducation thérapeutique. Alors, 2 appels à projets qui ont également été lancés sous le 3e plan. Un appel à projet l'année dernière où 110 projets ont été financés sur les 139 présentés. Il y avait 7 projets qui ont été financés pour la filière Marie sur 8 projets déposés.
Tous ces programmes sont en cours d'élaboration, si je ne me trompe pas. Cette année, un nouveau jury qui a eu lieu également sur les programmes d'éducation thérapeutique en octobre. 106 projets ont été déposés. Le jury a donné un avis favorable pour 99 projets, dont 3 avec une réserve sous réserve de réécriture. Pour Marie, 4 dossiers ont été présentés dans ce cadre. 3 ont reçu un avis favorable du jury et une demande de complément d'information pour l'un d'eux. Donc, de la même manière que pour PNDS, ce sont des résultats qui n'ont pas encore été validés par la direction générale, mais je vous donne quand même l'avis du jury qui est, dans tous les cas, généralement très suivi. Pour les modalités de financement, donc pareil, en 2 tranches, comme pour les PNDS, avec une première tranche de 50% qui sera donc versée dès cette année. Il y a une erreur dans mon diaporama, excusez-moi, et une deuxième tranche qui se fera donc à peu près 18 mois plus tard. Une nouveauté pour ces programmes d'éducation thérapeutique sur 2020, le jury, les financements sont ouverts aux centres de compétences. Donc, il y avait 28 programmes retenus qui sont portés par un centre de compétences. Et aussi, pour votre information, beaucoup de IETP, puisqu'il y avait 70 projets qui comportaient des modules de IETP et qui ont donc été également retenus. Enfin, l'appel à lettres d'engagement. Donc ça, c'est le 3e point d'actualité dont je voulais vous parler, qui s'inscrit dans un contexte tout à fait particulier, qui est l'action 1.4 et 1.7 du 3e plan, donc celui qui prévoit la mise en place d'un observatoire du diagnostic au niveau des filières et au niveau d'un groupe transversal national. Et puis, parmi ces axes, il y a aussi celui qui a pour objectif de constituer un registre national dynamique des personnes en impasse de diagnostic. Donc, pour, je dirais, commencer à travailler sur cet axe, en 2019, il y a eu un projet pré-pilote qui a été financé par la DGOS et qui a été porté par la filière Finemus, la FM Téléthon, qui a permis en fait la mise en place de 2 recueils complémentaires spécifiques aux myopathies et aux neuropathies dans l'application de ces IBAMARA et qui a permis de décrire les patients sans diagnostic pris en charge par cette filière. Parallèlement au pré-pilote, les filières ont continué à travailler pour se préparer également à ces 2 objectifs, à former des professionnels des centres à la BAMARA et également à travailler sur l'homogénéisation du codage, c'est le cas de la filière Marie, avec notamment un chargé de mission pour former les centres et également un travail en interfilière pour former à la BAMARA les centres. Slide suivante. Donc, pour étendre en fait ce projet pré-pilote à toutes les filières, la DGOS délègue également un certain nombre de financements, mais au préalable, il a été demandé à chaque filière de s'engager sur un scénario, sur l'un des 3 scénarios qui a été proposé dans le cadre de cet appel à lettres d'engagement. Le premier scénario, c'est mettre en place un recueil complémentaire pour tous les patients en errance ou impasse diagnostique. Le deuxième scénario, c'était un recueil complémentaire limité à certains groupes de pathologies. Et le 3e scénario, c'était de renforcer, d'homogénéiser les règles de codage et du remplissage du set de données minimum. Donc, il a été demandé que le scénario 3 soit au minimum déployé par toutes les filières, c'est-à-dire que chaque filière rédige un guide qui formalise des règles de codage en vue d'homogénéiser la saisie au niveau national dans une logique clinique et épidémiologique. Donc, quels financements vont être délégués là ou ont été délégués en 2e circulaire de cette année? Ce sont des financements qui sont dépendants du volume de patients sans diagnostic. Donc, vous voyez que, slide suivante, excusez-moi. Sur ce petit tableau récapitulatif, il y a en fait sur chaque scénario un financement correspondant en fonction d'un volume de patients sans diagnostic. Donc, pour la filière Marie, nous sommes à 60 000 €, puisqu'effectivement, vous avez un volume de patients sans diagnostic qui est inférieur à 1 000. C'est un financement qui est sur 3 ans et donc qui sera délégué chaque année. Au global du territoire, nous sommes sur un budget de 2,9 millions €. Slide suivante, nous avons parlé tout à l'heure en introduction du plan France Médecine Génomique, de l'accès aux plateformes. Slide suivante. Ah, c'est bon, excusez-moi, non, c'est bon, c'est la bonne slide. L'accès aux plateformes, Sequoia et Oragen, et effectivement, dans ce cadre-là, la DGOS a souhaité également soutenir les centres.
Les centres qui sont face finalement à une montée en charge rapide des échantillons vers les plateformes génomiques, ce qui nécessite un gros travail de coordination en amont avec les RCP, la e-prescription. Et donc, la DGOS a financé en 2020 24 postes d'assistants de prescription déployés sur 21 sites hospitaliers. Donc, c'est un soutien qui est transitoire pour une année et avec des profils d'assistants de prescription qui sont soit des techs, soit des conseillers en génétique, des infirmières de coordination et qui sont là vraiment pour coordonner en amont les parcours de soins des personnes en impasse de diagnostic et apparentés. Donc tout ce qui est revue de dossier, consentement, RCP et prescription. Cette délégation financière, elle s'inscrit dans une logique de territoire puisque les assistants devront être mobiles sur un territoire donné. Ce sont des assistants de prescription qui sont mutualisés entre plusieurs centres sur un territoire donné afin de couvrir les 21 filières qui ont reçu un accord pour les préindications. Slide suivante, parmi également les points d'actualité, je voulais parler de la formation professionnelle. Donc nous avons 50 000 € par an délégués à chaque filière sur la durée du plan, avec la demande de la DGOS que cet argent soit dépensé sur des thématiques très ciblées qui ont été définies par le groupe de travail formation, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir tout ce qui est autour des situations d'urgence et complexes, la médecine de ville, les territoires d'outre-mer, les jeunes médecins et les jeunes patients, les patients experts, la médecine génomique, l'éthique en santé et également tout ce qui a trait aux formations nationales et européennes. Nous avons envoyé à chaque filière donc une sorte de grille d'évaluation pour le bilan de cette première année, puisque la première année de délégation de ces crédits, ça a été 2019, avec un retour attendu pour le 16 novembre. Et je voulais quand même vous faire part du fait que Marie était extrêmement, mais je pense que ça sera évoqué à d'autres moments de la journée, extrêmement proactive sur tout ce qui relevait de la formation. Dans son dernier rapport d'activité, on voit qu'il y a eu tout un travail mené sur des enseignements en ligne pour les étudiants en médecine, pharmacie, biologie. Également des émissions médicales qui sont diffusées en direct sur Internet. Ça, c'est vraiment d'une grande originalité par rapport aux autres filières, avec un système de replay. Pour la participation aux congrès internationaux, l'ouverture aux internes après un appel à candidature, des journées interactives également à destination des professionnels d'outre-mer. Tout ça est tout à fait profitable également pour les autres filières à qui on diffuse ce type d'informations pour qu'elles puissent également s'approprier ce type d'actions et les mettre en œuvre à leur niveau. Un petit point sur la campagne pyramide qui m'a été demandée également. Alors, cette campagne est tout à fait atypique cette année. Hein. Vous avez vu que le calendrier avait été décalé compte tenu du contexte sanitaire. Donc, normalement, ça se termine le 15 novembre, mais ce matin, en même temps que la journée Marie, il y a une réunion pour voir s'il est possible de prolonger ce délai. Donc, je pense qu'il y aura une prolongation de délai, mais à ce stade, je n'ai pas de date officielle à vous donner. Que vous dire sur la campagne pyramide? Cette année, il y a eu des modifications. Nous avons eu un groupe de travail pyramide avec lequel nous avons réfléchi également à de nouveaux items et à une simplification du rapport, parce qu'il faisait l'objet, rapport, vous le savez, qui est très décrié par beaucoup de médecins et par vous tous. Donc, j'ai essayé avec ce groupe de travailler à une meilleure ergonomie, de diminuer le nombre de questions, de donner davantage de définitions pour que ce soit plus clair. Et puis, d'intégrer également de nouveaux enjeux à la demande des médecins qui étaient présents dans ce groupe, notamment de nouveaux items sur les RCP pour distinguer les RCP locales, régionales des RCP nationales et européennes. De même que de distinguer ce qui relève de la participation à une RCP de ce qui relève d'une coordination à une RCP, ce qui crée une plus grosse charge de travail pour le centre. Certains médecins avaient demandé également un nouvel item sur la coordination des DU et des DIU, et puis de nouvelles questions, vous avez dû voir sur le sous-chapitre recherche. À terme, l'objectif, c'est de travailler sur une nouvelle clé de répartition de la part variable. Vous savez qu'aujourd'hui, la part variable, elle repose sur les RCP, la file active, les points SIGAP. C'est donc à terme, elle intégrera de nouveaux items. Elle tiendra compte notamment de cette fameuse distinction entre les RCP locales et régionales et les RCP nationales, et puis également du volume de séjour d'hospitalisation conventionnelle, du volume de séjour d'HDJ, des consultations, des avis d'experts. Donc voilà, d'autres items pour un petit peu prendre en charge davantage, mieux refléter la charge de travail de chaque centre.
En conclusion, quelles sont nos échéances à venir? Donc, nous avons, alors CSL, c'est Comité de suivi de la labellisation. Vous savez que ça, c'est important. Il y en a 3 par an et cela permet effectivement de valider les successions des responsabilités de centre. Donc, quand il y a des changements, enfin voilà, des départs en retraite, il faut déposer un dossier au comité de suivi de la labellisation et c'est ce comité de suivi de la labellisation qui le valide pour après pouvoir être que le nom de la personne en question soit publié dans l'arrêté de labellisation. Donc justement, cet arrêté de labellisation, il n'y en a eu qu'un depuis la labellisation des centres et donc il est en cours de mise à jour. Normalement, il devrait être publié d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Nous avons pris du retard sur ce sujet et j'en suis désolée. Et nous avons également la note d'information plateforme d'expertise maladie rare, c'est-à-dire le deuxième appel à projet sur les plateformes d'expertise maladie rare qui devrait sortir d'ici la fin de l'année.